Et on en discute justement de ce deuxième round entre républicains avec nos invités. J'accueille Nadia Ellis, bonsoir. Bonsoir Daniel. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, analyste du discours. Emmanuel Navon, merci d'être avec nous, professeur de relations internationales également à l'université de Tel Aviv. Alors, je m'adresse justement à la spécialiste du discours. Sur le fond, on n'a pas eu grand-chose dans ce débat. Encore une fois, on a carburé aux déclarations choc et aux attaques personnelles. Oui, mais alors c'est ce à quoi il fallait s'attendre parce qu'en fait, nous sommes dans un cadre où le débat, en gros, n'est pas un vrai débat. Il faut convaincre personne de la vision profonde du monde. Il faut en fait convaincre le public que la personne qui parle est la plus adaptée à être président, mais il ne faut pas aller dans les idées, il faut plus aller vers la personne. Donc, gros effort pour convaincre le public par rapport à sa figure, par rapport à son personnage, à son image de soi, son ethos, comme on appelle ça techniquement. Et évidemment, des attaques personnelles, donc des ad hominem, c'est le nom technique de ce genre d'argument, où on attaque la personne plutôt que ses arguments. Encore une fois, c'est logique, il n'y a pas vraiment de grosses différences par rapport aux arguments des uns ou des autres. Et quand il y a différence, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire « mais enfin, vous n'êtes pas bien placé pour discuter de ça parce que c'est moi celui qui ait l'expérience de ci ou de ça ». C'est d'ailleurs l'argument qui est revenu le plus dans tout ce débat. C'est-à-dire la présentation de ce qu'on a fait dans le passé. Moi, je suis celui qui est le mieux placé pour parler de sécurité, pour parler d'économie, pour parler d'argent. Et bien sûr, celui qui a peut-être employé cet argument le plus, c'est Donald Trump, qui fait de son image de businessman, d'homme d'affaires, toute sa campagne. Parce que finalement, il n'a aucune expérience politique. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est de se présenter en tant qu'homme d'affaires réussi, qui a réussi et qui donc peut mener à bien les États-Unis et le futur économique. Et d'ailleurs, dans un autre État, et c'est l'État duquel je viens, donc l'Italie, c'est un argument qui a marché très très bien. Rappelons-nous que Berlusconi a construit sa carrière politique exactement comme ça, en disant « je suis un homme d'affaires réussi, donc je vais pouvoir… » On l'a vu aussi en Israël avec Naftali Bennett qui avait mis en avant le côté high-tech qui marche beaucoup en Israël. Nadia nous rappelait que Donald Trump jouait la carte du businessman, mais ce n'est pas le seul. Finalement, on voit beaucoup de personnalités qui sont issues des milieux des affaires. Oui, l'ancienne PDG de Hewlett Packard, par exemple. Mais je pense que ce qui caractérise ce débat, comme la plupart des débats des primaires, c'est que finalement les candidats sont dans une espèce de piège. C'est-à-dire que pour avoir la nomination des primaires, ils doivent satisfaire les ailes les plus radicales de leur parti, mais pour se faire élire ensuite à la présidence, ils doivent attirer l'électorat centriste. C'est un phénomène qui existe, entre parenthèses, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, et d'où ce discours qui parle bien entendu de ceux qui veulent avoir des revolvers, qui sont contre l'avortement, qui sont contre les mariages homosexuels, contre l'immigration, etc., etc. Et donc c'est un discours qu'ils tiennent, pas forcément parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils en ont besoin pour attirer la base vraiment du parti républicain. Ensuite, il faudra modérer le discours. Alors c'est vrai qu'en général, on voit effectivement la popularité de Donald Trump, de son discours véritablement, il le fait exprès, choquant et vulgaire. Et c'est ça qui lui apporte des votes. Mais au bout du compte, lorsqu'on se rapproche de la date où il faut vraiment choisir un candidat éligible, en général, je dis en général, les électeurs reprennent leurs esprits et choisissent un candidat éligible. Je dis en général parce que depuis que j'ai vu ce qui s'est passé la semaine dernière en Grande-Bretagne avec le Parti travailliste, je ne suis plus sûr que les électeurs reprennent leurs esprits et choisissent toujours un candidat éligible. Alors en tout cas, il y a des sujets de fond qui ont tout de même été évoqués, notamment en politique extérieure, le nucléaire iranien, dossier qui a été évoqué. Alors on le sait, les républicains sont contre cet accord qui a été signé entre Téhéran et les grandes puissances, mais personne finalement ne s'aventure à le remettre véritablement en question. Disons que c'était pas vraiment le moment de parler de solutions pratiques. D'ailleurs, je pense que personne n'a vraiment quelque chose à dire en ce moment par rapport à ça. Ça serait trop s'afficher et trop mettre en avant un sujet qui est vraiment très difficile. En revanche, ce qui est facile, c'est vraiment d'attaquer Obama, d'attaquer les démocrates. C'était la deuxième technique la plus utilisée pendant ce débat. On s'attaque les uns les autres, ou bien quand il n'y a plus d'arguments par rapport aux autres, parce qu'évidemment les républicains sont tous contre cet accord, on attaque les démocrates et on dit Obama a fait cet accord absolument catastrophique. C'est une catastrophe, que ce soit pour les alliés, pour Israël, pour les États-Unis, pour tout le monde. Mais
ce n'était certainement pas le moment pour vraiment essayer d'amener des vraies solutions. Il faut vendre sa personne, il ne faut pas rentrer trop dans des sujets qui fâchent et dans des sujets qui sont aussi compliqués que le nucléaire iranien. Israël, est-ce que c'est un sujet qui fâche? On l'a vu dans le sujet, ça a été évoqué une dizaine de fois. Il faut bien comprendre que la politique étrangère n'intéresse pas tellement les lecteurs américains. Donc parler de trop de politique étrangère, ça n'est pas une bonne chose pour gagner des élections primaires. Ce qui intéresse en particulier les électeurs, c'est avant tout les sujets internes, les sujets d'économie. Alors c'est vrai que pour l'électorat républicain, parler de la façon dont les États-Unis ne sont pas respectés dans le monde, comme la Chine prend avantage du commerce avec les États-Unis, tout ça, avec les États-Unis, ça plaît à l'électorat républicain. Évidemment, en parler d'Obama et du sujet du nucléaire iranien, mais pas pour parler des détails, parce que la plupart des électeurs ne comprennent même pas qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, mais pour dire Obama était faible, il a été naïf. Et d'ailleurs, je suis surpris que les candidats n'aient pas essayé de relever plus le sujet, par exemple, des relations avec la Russie. Parce que dans le débat qu'il y a eu entre Mitt Romney et Obama s'était moqué de Romney en disant écoutez, la guerre froide est terminée depuis longtemps, monsieur Romney. Vous êtes en train de nous parler de la Russie comme si c'était redevenu une menace, et on a vu ce qui s'est passé avec la Russie ces 3 dernières années. Là, c'est un sujet qu'ils auraient pu mettre sur la table. La façon dont Obama a traité le Proche-Orient et l'Afrique du Nord ces 6 ou 7 dernières années. Mais encore une fois, ça n'est pas un sujet qui intéresse véritablement l'électorat. Ce qui intéresse plus l'électorat en termes de relations extérieures, c'est par exemple, en tout cas l'électorat républicain, la question des immigrants qui viennent du Mexique. Ça touche une corde vive et sensible, beaucoup plus que les détails de l'accord et du contenu de l'accord nucléaire avec l'Iran. En tout cas, ça intéresse Israël, notamment en politique étrangère. Israël et les États-Unis qui ont connu un véritable froid dans leurs relations avec un républicain à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on va tourner définitivement la page de cette brouille ? Vous savez, je rappelle toujours que d'abord, un président, que ce soit des États-Unis ou de n'importe quel pays, défend avant tout les intérêts de son pays, quelle que soit sa couleur politique. Ensuite, je vous rappelle également que le premier président américain qui a évoqué, qui a parlé d'un État palestinien, c'était George Bush, le soi-disant super ami d'Israël, c'était en 2002. Et que sous Obama, en dépit de tous les différends, et il y a des différends avec lui, jamais la coopération sécuritaire n'a été plus proche entre les deux pays. Alors effectivement, il y a un sujet de dissension sur la question du dossier iranien. Mais encore une fois, qu'il y ait demain un autre président républicain ou pas, cela ne constituera pas en soi une solution vis-à-vis du dossier iranien. Le prochain président héritera de cet accord qui va être approuvé par le Congrès. La question est de savoir qu'est-ce qu'il fera si et quand cet accord sera violé par les Iraniens. C'est ça la véritable question. Merci beaucoup Emmanuel Navon, merci Nadia Lys d'avoir participé à ce débat.